suis servie essentiellement du témoignage du journal de Jean Sec. Alors, en introduction, je vais situer à peu près la participation de Moulin et puis le texte, je vais situer aussi le texte de Jean Sec. Alors, la ville de Moulins a été concernée par l'implantation d'hôpitaux pour les soins aux blessés et aux malades du front et de l'arrière dès le début du conflit. Si vous n'entendez pas bien, vous me le dites. La ville était suffisamment éloignée des zones de combat supposées, puis réelles, pour permettre la gestion en sécurité de ces établissements. Les Moulinois se sont rapidement familiarisés avec ceci. Tel est le cas de Jean Sec, qui donne dans son journal un tableau de ses réactions et de celles de ses concitoyens. Au moment où la guerre éclate, Jean Sec a 52 ans, il est marié, père d'une jeune fille, détenteur d'une petite propriété rurale à Coulandon et d'une prospère et moderne entreprise de vidange rue de Lyon, où il habite une belle maison à étage qui existe toujours. Si vous voulez voir cette maison, vous allez à l'angle de la rue de Lyon et de la rue de la Garde des Bordes. C'est la maison qui se trouve côté Moulins. Il y en a une autre en face, mais elle est côté Toulon. Et donc, on voit exactement l'état de sa maison, qui est une maison de briques rouges avec un balcon de bois. Dès que la situation devient très tendue, à la fin du mois de juillet 1914, il décide de tenir un journal sans se douter de l'ampleur de la tâche. Il la mène toutefois à bien. Son journal est légué par son gendre en 1970 à la Société d'émulation du Bourbonnais et il est édité en 2 volumes en 2009 et 2011. À la lecture de ce témoignage, on constate que les soins aux blessés et malades ont subi à Moulins une évolution qui individualise 3 phases distinctes. L'année 1914, période de l'installation des hôpitaux et de la découverte de l'ampleur du problème. L'année 1915, où l'organisation se perfectionne en partie. Les années 1916 à 1918, les plus terribles de la guerre, où le fonctionnement de l'atelier militaire de chargement des obus, route de Lyon, amène dans les hôpitaux moulinois les pathologies de son personnel, des mobilisés et des civils de l'arrière, ce qui modifie bien sûr les problèmes sanitaires. Donc en premier lieu, les débuts des hôpitaux, et d'abord leur nombre. En 1914, avant le conflit, le service de santé de l'administration militaire comportait pour l'ensemble du département l'hôpital mixte de Moulins civil et militaire, anciennement hôpital Saint-Joseph, actuellement place de la Liberté, mais cet hôpital a été détruit à partir de 1938, donc nous sommes en fait sur son emplacement. L'hôpital mixte de Montluçon, l'hôpital thermal militaire de Vichy et l'hospice thermal militarisé de Bourbon-l'Archambault. La place militaire de Moulins, dont le siège se trouvait au quartier Villars, possédait un médecin-chef du service de la santé, le docteur Latour. À Moulins, au début de la guerre, en août 1914, d'autres installations sont prévues, les hôpitaux temporaires et auxiliaires. Pour cela, on vide certains établissements scolaires, publics ou privés, avec l'aide de la Croix-Rouge. Ont donc été établis des hôpitaux temporaires dépendant du service de santé des armées. Alors je vais vous donner les noms et puis la situation. L'hôpital numéro 3 de Bellevue à Yzeure, c'est le château de Bellevue. L'hôpital numéro 20-30 Saint-Gilles et la Présentation, rue Achille-Roche. L'hôpital numéro 21, le lycée de jeunes filles, 15 rue Bourreau-Frères, qui est actuellement la rue du 8 mai. Et cet établissement est devenu le collège Anne de Beaujeu. L'hôpital numéro 29, l'institution du Sacré-Cœur, 51 rue de Paris, établissement qui a disparu. L'hôpital 31, le noviciat des frères, 87 rue de Paris, c'est actuellement le centre associatif et syndical où se trouve la société d'émulation.
S'ajoutent également les hôpitaux auxiliaires. Ce sont des établissements dus aux associations d'aide aux blessés et malades de guerre. Alors c'est l'hôpital numéro 8, l'école primaire supérieure de garçons, 8 rue Jean-Jacques Rousseau, et l'annexe de cet hôpital numéro 8, le pensionnat Notre-Dame, 13 rue du lycée. Alors l'école primaire supérieure de garçons a disparu rue Jean-Jacques Rousseau et elle est remplacée par des habitations à loyer modéré, des HLM. Et le pensionnat Notre-Dame, vous savez, a subi aussi des transformations et maintenant c'est le siège de l'école d'infirmières, ça doit être ça. Ensuite, l'école normale d'institutrice 38 rue Pape Carpentier, qui est actuellement le collège Charles Péguy. Les annexes de l'hôpital numéro 3 de Bellevue, l'école Henri Maté ou école professionnelle à Yzeure, c'est sur l'emplacement actuel du lycée Jean Monnet. Alors tout cela a été organisé en 1914 et le 22 août, M. Lorraine, sous-secrétaire à la guerre, passe inspecter les hôpitaux de Moulins en compagnie d'un général venu avec lui, du préfet de l'Allier, du secrétaire général de préfecture, du maire et du sénateur Ville. Alors, puisqu'il y a l'installation, nous allons nous poser une question. En 14, comment arrivent les blessés et les malades? Le transport du front vers l'arrière se fait par le train. Le 17 août 1914 arrive le premier train de 500 blessés en gare de Moulins. Il n'y fait qu'un arrêt car il se dirige sur Vichy. Mais ce passage est un événement pour les Moulinois. Il y a beaucoup de monde pour voir les blessés et leur parler. Dans la nuit du 17 au 18 août, 2 nouveaux trains de blessés passent pour aller à Vichy. Mais les premiers blessés graves, 6 ou 7, sont descendus à l'hôpital Saint-Gilles. Le 19 août, alors là je vais souvent citer Jean Sec, et c'est le cas, un convoi de blessés est passé cette nuit en gare de Moulins. On a été obligé de descendre du wagon 3 blessés, trop fatigués pour continuer la route. Vers 5 heures du soir, on les a descendus dans un des hôpitaux provisoires de la ville. Le transport s'est fait dans des voitures de camionnage. Moulins est donc mal installé, à ce point qu'il n'y a pas une voiture d'ambulance pour le transport de nos blessés. Donc Jean Sec est indigné par cette manière de procéder. Les jours suivants, la foule se masse à la gare et au passage à niveau pour voir arriver les trains. Les Moulinois s'organisent pour aider au transport des blessés de la gare vers les hôpitaux. Dès le 23 août, de nombreux propriétaires d'auto rendent ce service et la population découvre mieux la réalité. Beaucoup de Moulinois sont en larmes devant les blessés. Alors, je cite, « Certains doivent avoir peu de choses, mais d'autres semblent souffrir beaucoup. Ils sont déjà allés par le soleil et ils ont une barbe de plus de 15 jours. Ils paraissent de vieux troupiers. Beaucoup de blessures, aux mains, aux jambes et à la tête. Le train reste près d'1 heure en gare. On donne des soins à ceux qui en ont besoin. Les familles qui trouvent parmi les blessés et malades des trains en stationnement à la gare leurs fils obtiennent de les faire hospitaliser à Moulins. Le 23 août, des blessés allemands sont en gare dans des voitures fermées par précaution, mais la foule ne manifeste pas. Dès le 25 août, Jean Sec constate à l'hôpital de Bellevue à Yzeure que certains soldats sont hospitalisés pour maladies, par exemple l'entérite. Maladie attrapée évidemment sur le front. Au mois de septembre, la bataille de la Marne du 6 au 9 a des conséquences importantes. Les grands blessés affluent à un rythme soutenu. Le 16 décembre, il est passé aujourd'hui en gare, m'a-t-on dit, un train sanitaire transportant des blessés. C'est le premier depuis le début de la guerre. Il était composé de voitures spéciales pour blessés. Une voiture pour le chirurgien, où l'on peut faire des opérations, et d'autres différents wagons. Le 23 et 24 septembre, il ne fait que passer des trains de blessés. Les plus fatigués sont descendus dans nos hôpitaux.
Au mois d'octobre, toujours en 1914, la présence de soldats allemands blessés retient surtout l'attention des Moulinois, ce qui entraîne des réactions d'hostilité. En effet, l'invasion de la Belgique, pays neutre, et son occupation par l'armée allemande ont donné lieu à des exactions qui ont frappé d'horreur les Français. Ainsi, le 4 octobre, les Moulinois propriétaires d'auto ont tous refusé de transporter désormais les blessés prussiens. Il a fallu prendre une voiture militaire. On dit toujours prussien puisque la dynastie des Hohenzollern était prussienne. Mais l'Allemagne est composée évidemment de plusieurs États puisque c'est un système fédéral. Le 5 octobre, les cris hostiles de la foule retentissent à l'adresse des prisonniers allemands à la gare. Mais dans la soirée a lieu l'enterrement d'un capitaine allemand mort dans l'ambulance de la gare. Il était accompagné d'un pasteur protestant, soldat mobilisé au parc d'artillerie de Moulins, et d'une délégation d'officiers de la garnison, ainsi que des membres de l'ambulance. En effet, vous savez qu'il y a des règles pour les prisonniers, et par conséquent, il y avait des accords internationaux, accords de La Haye, accords de Genève, etc. Et on devait les traiter correctement. Donc les blessés allemands qui arrivent et qui sont prisonniers doivent être traités tout à fait selon les règles. C'est ce qui se passe pour l'enterrement de ce capitaine, même si la foule n'aime pas les boches, comme elle disait alors. Au mois de novembre, on perfectionne la réception des blessés par le service des autos de particuliers. À la fin du mois, les hôpitaux militaires reçoivent plus de malades que de blessés. Des fiévreux surtout, typhoïdes et autres. C'est la citation de Jean Sec. Celui-ci remarque le 18 novembre l'amélioration du transport des blessés avec le chauffage des voitures des trains. Au mois de décembre, arrivent surtout des soldats aux pieds gelés et des pathologies dues au froid. Cela nous amène à évoquer le personnel hospitalier et les soins. Toujours d'après ce témoignage. Dès la mi-août, de nombreux médecins-majors, pharmaciens et infirmiers préparent activement leurs hôpitaux. En novembre, l'assistance aux soins proposée par les femmes moulinoises bénévoles suscite les commentaires désagréables de la population. En effet, beaucoup de personnes venaient aider dans les hôpitaux. Alors, selon les Moulinois, ces dames, dévouées et gracieuses, par leur cligne en Dieu et leur démarche majestueuse, feraient oublier le service des malades au personnel masculin. Donc, d'après la population, de belles dames allaient tourner les têtes aux médecins et aux infirmiers. Et vous verrez que c'est récurrent tout au cours de la guerre. Plus sérieusement, le 30 novembre, Jean Sec désapprouve fortement l'embauche dans un hôpital comme aide infirmière de jeunes filles de 16 ans qu'il qualifie d'enfants. Le 16 septembre, les médisances font rage à nouveau à propos de l'hôpital du lycée de jeunes filles. Ces dames rivalisent entre elles lors de nombreuses séances de pose de photographie où chacune met en valeur ses formes opulentes. Mais cela amuse beaucoup les blessés qui doivent recevoir donc des photos de ces dames. Quels soins reçoivent donc les blessés ? Le récit du 23 août est des plus rassurants. Alors je cite, « Une infirmière nous racontait que les premiers soins donnés aux blessés étaient un nettoyage des pieds et de la figure et ensuite le pansement des blessures. Puis on les réconfortait un peu et une fois très à leur aise et couchés dans un bon lit, ils s'endormaient comme de grands enfants. Ils ne savent comment remercier les personnes qui les soignent de toute l'attention que l'on a pour eux. On est obligé de les réveiller pour leur faire prendre leur nourriture. » Le 24 août, Jean Sec précise que les premiers pansements ont été faits avant le transport en train, dans l'urgence, puisque l'on a coupé les manches des capotes et les jambes des pantalons pour procéder facilement. Au mois de décembre, les soldats hospitalisés à Moulins expriment leur satisfaction pour les soins reçus.
Alors, les résultats des soins conduisent soit à la convalescence, soit à l'échec. Les convalescents sont, dès que possible, orientés vers les dépôts de leur régiment pour terminer leur rétablissement. Le 3 septembre, une quinzaine de blessés, dont plusieurs marchent encore avec un bâton, sont renvoyés. Au mois de septembre, les convalescents qui ne peuvent encore quitter Moulins en raison de leur état de santé sont incités par les médecins à des promenades en ville lors des jours de beau temps. Ce spectacle va devenir familier aux Moulinois pendant toute la durée de la guerre. En effet, les promenades de soldats sont racontées dans tout le travail de Jean Sec tout le temps. Au mois de novembre, il y a 200 convalescents à l'école Henri Maté, annexe de l'hôpital numéro 3 de Bellevue à Yzeure. Le 29 décembre, l'année se clôt pour Jean Sec par un spectacle qui l'attendrit fortement. Quand il fait beau, on rencontre par nos rues, par petits groupes, les blessés de nos hôpitaux, des boiteux, des manchots, des éclopés d'un peu tous les genres, qui prennent un bain d'air sous la paternelle surveillance d'un sous-officier du 36e d'artillerie. Ils s'en vont les braves comme un pensionnat de jeunes filles. Alors ça, c'est le côté favorable, et il y a l'autre côté. La mortalité dans les hôpitaux est toutefois un problème très angoissant pour les Moulinois. Le 16 septembre, 2 blessés sont morts à l'hôpital du lycée de jeunes filles, gangrène paraît-il. Donc je cite, « Ces nombreux cas viennent du manque de pansements pendant le transport des malades. Il reste que presque 3 ou 4 jours en voyage, et pendant ce temps, aucun soin n'est donné. » Et il est vrai qu'en 14, on imaginait une guerre courte, donc les soins pour les soldats blessés ou malades étaient très embryonnaires vers le front, et donc ces pauvres malheureux vont dans les hôpitaux de l'arrière sans avoir de soins. En septembre et octobre, les enterrements se succèdent. À partir du 26 septembre, ils deviennent quotidiens. Le 22 octobre, Jean Sec écrit très affligé. Alors ça, c'est un beau passage, si l'on peut dire, mais qui est très intéressant. À 10h ce matin, enterrement d'un jeune soldat de la Dordogne, mort à l'hôpital numéro 8, rue Jean-Jacques Rousseau, de la dysenterie et de la gangrène. À remarquer que ce soldat, tout en ayant de la gangrène, n'avait aucune blessure. Seulement, il ne s'était pas déchaussé, ou à peu près, depuis le commencement de la guerre. On a été obligé de couper ses chaussures pour les lui enlever. Sa famille avait été prévenue par un télégramme. Son père et sa mère n'ont pas pu arriver à temps pour le voir. Comme on conduisait le corps à l'église, ces malheureux arrivaient. Leur douleur faisait peine à voir. À l'enterrement, 2 membres de l'hôpital, 2 infirmières, 2 conseillers municipaux et environ une douzaine de personnes. Alors ce témoignage est capital, il se répète sur tout le front. Et en effet, Joffre est obligé de faire un commandement aux soldats de base, et leur demandant d'enlever plusieurs fois par semaine leurs chaussures et de ne pas garder pendant des semaines les souliers à leurs pieds. Ce qui faisait qu'ils avaient déjà des macérations et des problèmes, et ensuite la gangrène s'y mettait. En novembre, les décès sont moins nombreux. En décembre, au parc d'artillerie, établissement militaire de l'Arrière, il y a des morts par bronchite et autres maladies sanitaires. Alors cela m'amène à vous parler de la solidarité des Moulinois envers les soldats hospitalisés. Elle s'exerce rapidement et de manière continue. Le 8 août, un tronc est placé au journal Le Courrier de l'Allier pour les blessés. Le 4 août, on fait des quêtes en ville. Le 14 août, pardon, on fait des quêtes en ville. Le 25 août, la famille Sec apprend par une voisine que leur cousin de Ghana, blessé, est hospitalisé à Bellevue. Dès le lendemain, ils lui rendent visite et rassurent ses parents. Le surlendemain, ils lui apportent un paquet de cigarettes et du chocolat. Le 28 août, on a placé à différents endroits de la ville des boîtes pour recevoir les journaux déjà lus, afin de les passer à nos blessés. Beaucoup de personnes portent dans les différents hôpitaux des journaux illustrés ou des livres.
Le 31 août, Jean Sec apporte pour les malades de l'hôpital de Bellevue 3 bouteilles de vin vieux et une livre de biscuits. En effet, le vin vieux, c'est du vin surtout de Bordeaux, qui a bien vieilli et qui est assez liquoreux. Et à l'époque, on pensait qu'il donnait des forces aux malades et on trempait des biscuits dans un verre de vin vieux. Ça s'est fait pendant longtemps. Maintenant, c'est évidemment plus considéré comme une thérapeutique. Le 5 septembre, dans la matinée, un convoi de blessés a été dirigé sur Montluçon. Au passage à niveau, route de Lyon, le train a stoppé. Les habitants du quartier en foule sont arrivés pour porter des fruits en quantité. Un boulanger se trouvant au passage avec sa voiture a donné du pain. Vous voyez donc que spontanément, les gens vont porter des nourritures aux blessés qui passent. Le 10 septembre, je cite, « Il est passé en gare de Moulins un grand nombre de convois de blessés. On arrête les trains au passage à niveau avant l'entrée en ville. Toute la population des quartiers environnants va distribuer aux blessés des vivres, fruits et boissons, lait et café, etc. De l'avis de personnes qui purent monter dans les wagons, le spectacle de tous ces malheureux éclopés n'est pas beau à voir. Les premiers arrivés demandent des réconforts pour leurs camarades qui suivent par les convois suivants. Tous ces pauvres malheureux remercient des soins et des adoucissements qu'on leur procurait. Ils disaient « Nous nous souviendrons de Moulins ». Le plus triste est le manque de soins, et beaucoup en meurent en arrivant aux hôpitaux. Aucun pansement pendant les 2 ou 3 jours que dure le voyage, donc ils se gangrènent très rapidement. Jusqu'à la fin de l'année, les Moulinois se rendent aux enterrements militaires. En décembre, par exemple, on quête pour les hôpitaux pour l'arbre de Noël. Le 25 décembre, il y a eu une petite fête dans les hôpitaux militaires. On fait des quêtes en ville pour faire un arbre de Noël dans chaque hôpital. Donc, pour cette première partie, on peut dire en conclusion que durant l'année 1914, la population moulinoise a donc découvert la réalité d'une guerre exceptionnellement brutale par les dégâts corporels accomplis par l'artillerie lourde sur les blessés et par les conditions de vie des combattants. La gestion des hôpitaux moulinois paraît satisfaisante malgré la forte mortalité due aux combats les plus importants. Toutefois, par 2 fois, Jean Sec constate par des récits de blessés et malades venus du front la profonde désillusion de certains soldats sur la conduite de la guerre, la gestion des blessés sur le front et l'importance de la corruption. Donc notre début de conférence est terminé. Nous allons voir maintenant en deuxième partie comment se passe l'année 1915, qui est une année également difficile. Et d'abord, comment arrivent les blessés et les malades. L'état des blessés est un sujet d'inquiétude. Le 7 janvier, par exemple, à 11h, passage d'un train de blessés et malades. On en descend quelques-uns à Moulins. Ils sont portés sur des civières. J'ignore si ceux que l'on descend sont blessés ou malades. Ce sont en partie des soldats de l'infanterie. Ils sont dans un état pitoyable, couverts de boue des pieds à la tête. On leur distribuait en gare des boissons chaudes et quelques aliments. Le lendemain, les blessés et malades d'un train très long et bondé d'hommes sont un peu moins sales que ceux de la veille. Mais les jours suivants, l'état des blessés est pitoyable et repoussant. À partir de février, alternent des blessés couverts de boue et des évacués des hôpitaux du front qui sont propres. En mars et avril, Joffre a déclenché de nombreux combats en Artois et Champagne. En conséquence, les trains sanitaires déposent des blessés. Alors, ils viennent d'Artois et de Champagne, région très crayeuse. Ces pauvres malheureux sont couverts de boue des pieds à la tête, d'une boue blanche, crayeuse. Ce train est formé avec des wagons à bestiaux appropriés pour cet usage. Jean Sec s'indigne du caractère sommaire du transport des blessés. Le 25 mai, il est ému par la scène qu'il voit à la gare. Des soldats qui partent pour le front croisent les mutilés qui en reviennent. Une
l'effet que ça peut faire pour ceux qui s'en vont. Les spectateurs en sont extrêmement gênés. Le 29 mai, Jean Sec constate une amélioration dans les soins donnés aux blessés sur le front et dans leur transport. En conséquence, ils meurent moins à Moulins. En septembre, à la suite des combats ordonnés par Joffre, on évacue les ambulances et hôpitaux près du front et à la fin du mois, les blessés et malades arrivent à chaque instant à Moulins et certains y sont hospitalisés. Le 1er octobre, Jean Sec note que les chemins de fer sont presque complètement immobilisés par la guerre. Les trains de voyageurs passent à Moulins avec quelques heures de retard. Ils arrivent quand ils peuvent. Tout est pour le transport de la troupe allant au front, le retour des blessés, il en passe tous les jours à Moulins, le transport de la mitraille et le retour des wagons vides allant à la charge. La foule attend les blessés à la gare, les hôpitaux en regorgent. Le ralentissement est net à la mi-octobre, à la fin de l'année. Alors que sont devenus le personnel hospitalier et les soins en 1915 ? L'utilisation du personnel infirmier paraît plus intensive. Par exemple, en janvier 1915, des infirmiers moulinois de l'armée auxiliaire sont directement versés dans le service armé et dirigés sur Clermont, Roanne, Montluçon. Néanmoins, on apprend à Moulins un joli scandale provenant des hôpitaux de Vichy. Les infirmiers se sont occupés activement du repeuplement de la nation. Donc, il y a toujours des aventures dans les hôpitaux qui provoquent là, semble-t-il, beaucoup de naissances. Mais ceci n'entame pas le prestige des bons médecins. Et en effet, nous allons parler d'un médecin qui était moulinois, mais qui était en poste à Vichy et qui a suscité l'émotion de la ville de Vichy et de la ville de Moulins. Et cet exemple offre un destin particulièrement tragique. Ce docteur était un chirurgien installé 8 rue du Golfe à Vichy, estimé de tous, veuf depuis 2 ans. Il est foudroyé par la maladie et laisse un petit garçon de 9 ans environ. Vous voyez une famille fauchée. Le récit des obsèques, le 30 mai 1915, montre que ce chirurgien a opéré des soldats dans les hôpitaux de Vichy jusqu'au bout. À 11h, je suis allée à l'enterrement du docteur maire de Vichy, gendre de M. Darfour, maire de la ville de Moulins. Il est décédé à Vichy vendredi, d'un phlegmon à la gorge, compliqué, paraît-il, d'un cas de croupe. Mardi, il avait encore fait une opération à l'hôpital de Vichy. Le mal a été très dangereux et surtout rapide. Donc, malgré ces problèmes, ce chirurgien a opéré jusqu'au dernier moment. À 11h, le corps a été pris à la gare de Moulins et transporté directement au cimetière. Le service religieux ayant été fait ce matin à 8h à l'église de Vichy. Un grand nombre de couronnes avaient été envoyées de Vichy. Le corbillard en était couvert. 2 landaux transportaient le reste et encore en plus, les infirmiers de la clinique en particulier, au nombre d'environ une douzaine, portaient chacun une gerbe de fleurs. Une députation de sous-officiers et de soldats blessés portait encore d'immenses couronnes. Remarquez dans le cortège, monsieur le préfet, ainsi que tous les chefs de nos administrations. La population moulinoise y était représentée en grand nombre par ses commerçants, industriels et fonctionnaires. De même, un grand nombre d'habitants de Vichy étaient venus accompagner leurs concitoyens jusqu'à sa dernière demeure. Remarquez aussi beaucoup de médecins-majors de Vichy et de Moulins. La mort de monsieur Maire est une grande perte pour Vichy et les environs, car il était le chirurgien réputé, capable, et surtout en ce moment où il y a tant à faire à Vichy. Alors, bien entendu, les hôtels de Vichy avaient été transformés en hôpitaux, et ce qui fait que Vichy avait une plus grande masse de blessés malades à gérer que Moulins, puisqu'il y avait à disposition tous ces hôtels qui pouvaient fournir des lieux de soins. Cependant, la gestion des hôpitaux à Moulins laisse à désirer selon l'opinion publique locale. Le 21 février, Jean Sec est indigné par l'annonce de vol ou de gaspillage. Des dons de volailles ou de gigots ont disparu. La sanction lui paraît insuffisante, un simple renvoi du responsable, alors que selon lui, la hiérarchie a laissé faire. Il cite aussi un trafic lucratif de fausses permissions pour les infirmiers.
Cette critique moulinoise prend parfois un tour inattendu quand elle se combine avec l'anticléricalisme populaire. Et là, Jean Sec donne un passage qui est intéressant, et il est outré par les ragots de ses compatriotes. Dans un hôpital, 2 curés auraient empoisonné au moins une douzaine de soldats, c'est-à-dire toute une salle. Quand l'infirmier est arrivé, surprise, tous les blessés étaient morts. On s'est emparé aussitôt des curés, et sans autre forme de procès ni d'enquête, on les a fusillés immédiatement. Et puis, ça y est, comme ça, c'est une justice vite faite et expéditive. Pauvres gens, en être encore réduits à un état de bêtise semblable. C'est à faire honte d'être français. Ils croient que l'on fusille comme ça. Pan, pan. Vous voyez donc, il est tout à fait outré de ces bêtises. Enfin, il arrive aussi que les hôpitaux bénéficient du contrôle des prix par la police au marché. Ils reçoivent les paniers de beurre confisqués aux vendeurs trop cupides. Donc, ils reçoivent tout ce qui a été vendu au-dessus du prix, ou qui était affiché au-dessus du prix légal. Voilà. Alors, que sont devenus les soins en 1915 ? Toute l'année, Jean Sec évalue la bonne mine des convalescents, c'est-à-dire des blessés ou malades légers qui se promènent nombreux après déjeuner en ville. Il constate aussi l'installation à Yzeure de salles de mécanothérapie pour aider les blessés à récupérer. Toutefois, certains convalescents doivent poursuivre leur rétablissement ailleurs. Et il donne là un passage qui est très beau, le 4 février 1915. 4 beaux Sénégalais, du plus bel ébène, étaient conduits au train, envoyés en convalescence à Menton. Ils avaient été hospitalisés à Saint-Gilles, et là, des jeunes élèves les avaient soignés. Ainsi, ces enfants s'étaient fait un devoir de venir les accompagner pour faire leurs adieux. C'était très touchant, paraît-il, de voir les caresses et les embrassades réciproques des soldats et des enfants, avec promesse de s'écrire, et aussi avec promesse pour nos braves de démolir les Boches en quantité quand ils retourneraient au front. Un rassemblement s'était formé et bien des gens étaient émotionnés. Ce qui est le plus surprenant, c'est que de jeunes élèves soient mis au contact des malades. Mais à l'époque, ça ne semble pas faire problème. D'autres convalescents encore éclopés rejoignent au contraire le front. À la fin de 1915, on contrôle tous les convalescents en congé. Quant à la mortalité, elle a baissé au début de l'année, mais les offensives de Joffre en fin d'année 1915 l'a fait remonter. Alors, je termine cette deuxième partie par l'évocation de la solidarité des Moulinois. Alors, cette solidarité continue à s'exercer, distribution de vins vieux et de biscuits dans les hôpitaux par les Moulinois et visite aux blessés et malades. Le 25 décembre, dans un magasin de la rue d'Allier, on vendait au profit de nos militaires hospitalisés dans nos hôpitaux divers objets confectionnés par eux. Remarquez entre autres beaucoup d'objets enfilés, nombreuses corbeilles faites en raffia, cadres en tout genre, en bois sculpté et en tissu, dessins, bois découpés et divers autres genres. Pour augmenter un peu la recette, on vendait des fleurs. Le bilan de l'année 1915 est pour les Moulinois celui d'une époque intermédiaire. Des progrès certains dans l'organisation et le traitement des blessés graves sur le front, ambulances ou hôpitaux proches, et une spécialisation des hôpitaux moulinois dans la convalescence. Mais en même temps, lors des grandes offensives, le sentiment que les responsables des soins sur le front sont submergés, ce qui entraîne la critique. Les années suivantes vont exacerber les frustrations. Donc, ma troisième partie concernera les années terribles de 1916 à 1918. Et d'abord l'année 1916 avec Verdun et l'atelier de chargement des obus. Alors le début de l'année paraît ordinaire, avec une forte accalmie, les hôpitaux étant vides, les blessés peu nombreux, les convalescents en promenade. De plus, les commérages sur la conduite très gaie du personnel hospitalier sont encore bien présents. Quand survient l'attaque allemande à Verdun le 21 février 1916.
En déclenchant cette très violente attaque, les Allemands espèrent une victoire qui leur ouvrira l'invasion du territoire et la capitulation de la France. En plus, celui qui dirigeait les opérations était le prince héritier de l'Empire lui-même. Jean Sec a saisi tout de suite la violence inouïe de ces combats. Il écrit le 27 février « Jamais on n'a vu un carnage semblable. Le 28 février, ce n'est qu'un horrible écrabouillement de chair humaine, une chose inimaginable. Le 2 juin, comme les combats durent encore, il dit « Les communiqués sont toujours les mêmes. De chaque côté, tous les jours, nous ne faisons que prendre et perdre les mêmes portions de tranchées, de sorte que nous ne bougeons pas de place. Cela ressemble à la condamnation à mort de 2 armées, lesquelles sont exécutées par portions chaque jour. C'est terrible. » Cette description est tout à fait évocatrice de la réalité. Verdun et les combats de la Somme en avril 1917 réactivent fortement le fonctionnement des hôpitaux moulinois dans une tension psychologique très vive de la population saisie par l'inquiétude et l'angoisse. Alors, comment se présente le transport et l'arrivée des blessés à cette époque ? Le 24 et 25 février, on évacue une grande partie des blessés, car tout ce qui a été transportable à Moulins a été expédié dans les hôpitaux du Midi. Il n'en est resté, pour ainsi dire, que les mourants. Quelle terrible chose par cette température surtout. Les hôpitaux du centre doivent recevoir les blessés de Verdun. Le 27 février, les premiers blessés arrivent, la foule est inquiète. Elle attend à 5 heures à la préfecture l'affichage du communiqué comme au début de la guerre. Toutes les familles qui ont dès lors lancé barrage sont dans l'angoisse. Le 29 février, un train de blessés arrive. Ce sont des soldats d'Afrique logés dans des wagons à bestiaux, aménagés avec des civières suspendues et chauffées. Quelques-uns sont descendus à Moulins. Au mois de mars et avril, les chemins de fer sont presque entièrement accaparés par la guerre. Les combats sont toujours terribles aux environs de Verdun. Les familles moulinoises ne reçoivent plus aucune correspondance. Tout le monde est dans l'inquiétude. Les blessés et les malades descendent régulièrement dans les hôpitaux. Dans la seconde quinzaine de mai, l'intensité des combats redouble. On évacue de Moulins les blessés vers le sud pour en accueillir de nouveaux. À la fin du mois de mai, les hôpitaux moulinois sont complets. Jusqu'à la fin de l'année, ce rythme est installé. Parmi les blessés, on remarque des Allemands. Jean Sec note avec satisfaction « Tous ces malades sont des évacués qui ont déjà reçu les premiers soins dans les ambulances du front. De cette façon, les cas de gangrène et autres arrivent à être très rares. C'est bien temps que l'organisation soit meilleure, car au début, des centaines sont morts par manque de soins. » Donc cette phrase est aussi très importante. On voit que le front s'est bien organisé pour traiter tout de suite les malades les plus atteints et ensuite ils vont à l'arrière. Tandis qu'au début, les gens n'étaient pas du tout soignés. Donc une amélioration générale dans le traitement en France des blessés et malades de la guerre. Dans ces conditions, que deviennent les convalescents ? L'aggravation des combats en France, en particulier à Verdun, entraîne pour eux une situation difficile. Le 27 mars, on fait partir même des éclopés. Vu hier un homme incapable de porter son sac et ne pouvant suivre ses camarades, un autre était obligé de l'aider et tous les 100 mètres, il était forcé de se reposer. 2 autres faits notoires, lors de la revue du 14 juillet, il y a une distribution de décorations à des blessés des hôpitaux et à des blessés réformés, donc on reconnaît leur statut officiellement. Le 6 août, Jean Sec fait une amère constatation. Beaucoup de blessés par nos rues, que de bras et de jambes en moins, ce qui pour l'avenir est évidemment catastrophique. Malgré l'importance des blessés dans les hôpitaux de Moulins, Jean Sec ne mentionne que peu de décès. Il se contente de noter ce qui le frappe. Il ne fait pas de statistiques démographiques. Et par exemple, le 30 novembre, je suis allée à l'enterrement ce matin d'un fils de Neury, jardinier route de Lyon. Il était soldat au 13e d'infanterie à Nevers. Blessé au début de la guerre, médaille militaire et croix de guerre.
Ses parents avaient obtenu de le soigner chez eux. Rien n'y fit. Il est mort des suites d'une blessure au poumon, je crois, après avoir traîné fort longuement. Un détachement de quelques hommes de son régiment, avec un sous-officier, était venu assister à ses obsèques, beaucoup de civils aussi à l'enterrement. Quel est le sort du personnel hospitalier? L'intensité des combats amène au cours de l'année une mutation rapide des médecins-majors, du personnel infirmier, des brancardiers envoyés depuis les hôpitaux molinois sur le front. Le 29 novembre, Jean Sec note que parmi les 150 infirmiers venus de Clermont pour partir au front, l'un d'entre eux a les pieds gelés, ne peut marcher. 20 autres sont transportés en voiture, ne pouvant suivre à pied. Il s'indigne de la situation et en rend responsable l'administration. Donc vous voyez que les difficultés étaient grandes, même s'il y avait une amélioration. Cependant, la solidarité des Moulinois s'exerce toujours. Le 2 juillet, un petit concert est donné au lycée Banville au profit du foyer des blessés. Il y avait beaucoup de monde et la recette fut bonne. Le 25 décembre, une fête de l'arbre de Noël est célébrée dans tous les hôpitaux pour les malades et les blessés. Musique, cadeaux de la municipalité, dons de particuliers pour chaque soldat, puis goûter au champagne. Mais au cours de l'année, un autre centre d'intérêt a accaparé les Moulinois. Il s'agit du fameux atelier de chargement des obus. Alors, cet atelier de chargement est le symbole que l'arrière contribue à la défense nationale. La main-d'œuvre est civile ou militaire, venant en grande partie des colonies, et la direction de l'atelier est militaire. Le fonctionnement de l'atelier est complètement au point le 12 juin 1916. Mais dès la première quinzaine d'avril, à 3 reprises, les Nord-Africains sont arrivés par groupe de 200 personnes. Les problèmes de santé se posent immédiatement. Les malades de régime militaire sont soignés dans les hôpitaux militaires. Le 13 avril, à peine arrivés, 2 Kabyles sont morts. Leur enterrement a lieu le lendemain. Ils étaient sur 2 corbillards, le cercueil caché par un drapeau noir et par-dessus un drapeau. Aucun représentant de religion quelconque, une cinquantaine de Kabyles les accompagnaient. Un officier suivait aussi le cortège. Le 10 juillet arrivent en gare environ 1200 soldats sénégalais en tenue militaire et avec le fusil pour être conduits à l'usine. Ils ont déjà combattu, mais se trouvaient au repos dans le Midi. Beaucoup paraissaient encore souffrants, et on en entend tousser une grande quantité. On les a transportés à l'usine pour travailler au chargement des obus. Donc, aberration de santé totale, ils sont malades, et on les met en contact avec des produits extrêmement dangereux. Alors, le 29 novembre, Jean Sec est à l'atelier de chargement. Je suis allée faire une tournée à l'atelier de chargement. Ce matin, on y travaille beaucoup. C'est un vrai fourmillement de blanc, de jaune, de noir et le plus dangereux, de vert. Alors, cette désignation désigne tous ceux qui ont la peau, les cheveux et les vêtements teintés par la mélinite. La mélinite est le produit chimique qu'on met dans les obus et qui décolore en jaune-vert la peau, les cheveux et les vêtements. Donc, on met les gens au contact directement avec un produit extrêmement dangereux. Alors, il continue. J'ai fait une parenthèse pour vous expliquer ce qu'étaient les vers. Dans le camp grouille une quantité de noirs au repos ou en train de passer des revues. C'est la toux universelle qui s'est installée d'un bout à l'autre du camp. On n'entend que cela, c'est à en ébranler les baraques. Pauvres noirs, le soleil de votre pays vous manque. Notre mauvaise température, froide et humide, vous sera fatale. Le 22 décembre, le lait est réservé en priorité à Moulins aux travailleurs de l'usine de chargement à titre curatif en raison de la toxicité des produits chimiques manipulés. Maigre secours, car le lait peut, dans certains cas, effectivement, éviter l'aggravation quand on avale des produits toxiques, mais ça n'est absolument pas efficace en réalité. Mais à l'époque, on n'avait aucun moyen de traiter correctement ces produits.
L'année suivante, 1917, se présente comme l'année des frustrations. Le 6 avril 1917, les Français apprennent l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique aux côtés des Alliés. Mais les effets de cette participation ne peuvent être immédiats en raison de la nécessité de transporter les hommes et le matériel de guerre de l'autre côté de l'Atlantique et de s'insérer dans le front déjà existant. Le 16 avril 1917, à l'instigation du général Nivelle, commence la bataille du chemin des Dames. Elle se révèle rapidement être un échec. Pourtant, elle se poursuit en mai et met 140 000 hommes hors de combat. Les mutineries éclatent en mai-juin, mais sans toucher la première ligne de front, et sont apaisées par les mesures du général Pétain, qui était très populaire dans l'armée, étant donné son rôle à Verdun. Pétain avait l'habitude d'économiser les hommes, car issus du milieu paysan, il les connaissait et les ménageait, tandis que d'autres généraux faisaient des percées, essayaient des percées, au mépris évidemment de la vie de leurs soldats. Aucune victoire ne met fin au combat, le moral des Français est profondément atteint. Toutefois, l'arrivée à la présidence du Conseil de Clémenceau, républicain énergique, le 19 novembre 1917, redonne espoir. À Moulins, la population perd beaucoup de jeunes hommes au front et se trouve confrontée aux restrictions alimentaires pour le pain, le sucre, aux restrictions de charbon et autres combustibles. Quel est le sort des blessés pendant ces années ? On vide régulièrement les hôpitaux de leurs convalescents pour accueillir les blessés évacués du front. Ils arrivent tous les mois dans les hôpitaux de Moulins avec des pointes en juin, à la fin du mois d'août et en septembre à cause des combats des Flandres, en octobre en raison des affrontements sur l'Aisne. Il y a des Français, des soldats des troupes coloniales, africaines et asiatiques, et une quantité de blessés Boche, beaucoup d'amputés en août. En ces temps de grandes difficultés, comment fonctionnent les hôpitaux ? La critique de l'opinion moulinoise redouble. Vous voyez que c'est quelque chose de récurrent. Les demoiselles secrétaires du gestionnaire et du major ne feraient qu'une demi-heure de travail utile, et le reste du temps se passerait en travaux d'agrément ou de photographie. Le 12 mai, Jean Sec s'indigne de la tenue de la quinzaine d'hospitalisés kabyles de l'atelier de chargement. Ils sont habillés seulement d'une paire de mauvaises pantoufles et d'un semblant de capote militaire couvrant une courte chemise. Point de pantalon, ni rien d'autre chose. Ils se promenaient à travers la cour dans cet uniforme, exhibant ainsi toute leur belle anatomie. Nous n'avons plus une culotte, sans doute, à pouvoir donner à nos hospitalisés. Donc, vous voyez qu'il est très en colère. Le 19 juillet, à une époque de pénurie de combustible ménager, l'opinion moulinoise prétend que les dames employées dans les hôpitaux en profitent pour faire leur lessive et leur repassage au gaz aux frais des établissements. Les colporteurs de ragots interprètent les nouvelles mesures de désinfection des mains par la colle comme un gaspillage de la part de belles infirmières. Et le 14 août, on accuse l'administration militaire de fournir en masse le charbon aux hôpitaux qui le gaspillerait de manière scandaleuse. Qu'en est-il à l'atelier de chargement ? Le 25 et 27 janvier, Jean Sec déplore les décès qui se succèdent tous les jours, surtout de Kabyles. Selon lui, la proportion doit être aussi forte qu'au front. Les enterrements sont l'occasion de manifester le respect pour les défunts militaires. Par exemple, le 27 février, pour un jeune soldat kabyle de la classe 1917. Beaucoup d'ouvriers étaient venus assister comme moi à cette cérémonie, mais d'une façon décente et convenable. L'émotion causée par un accident du travail le 15 avril est très forte. À 1h30, enterrement de 2 ouvrières tuées l'autre jour à l'atelier de chargement. Le départ était à l'hôpital Saint-Joseph. De belles couronnes avaient été offertes par les employés et leurs camarades. Une foule d'ouvriers assistait aux obsèques. La foule formait la haie le long des rues. Nous arrivons à l'année 1918 qui se déroule pour les Moulinois entre l'explosion de l'atelier de chargement et l'armistice.
Je vais donc prendre rapidement un petit résumé des événements pour que vous compreniez dans quelle atmosphère se déroule cette année. Sur le front ouest, l'Allemagne reprend l'offensive. En effet, la paix de Brest-Litovsk, signée avec les soviétiques le 3 mai 1918, permet la translation sur le front ouest tenu par les Alliés d'une bonne partie des troupes allemandes du front oriental. Donc en fait, cette paix, voulue par les soviétiques, entraîne un renforcement des troupes allemandes à l'ouest. Mais désormais, les Américains sont très actifs sur le front et il faut savoir qu'il y a 2 millions d'Américains jeunes, bien équipés. Ça va être un apport que les Allemands ne pourront pas avoir. Ça a été un renfort très très important. Les combats font rage dès le 21 mars, depuis la Somme jusqu'à l'Oise, reprennent le 9 avril, touchent le chemin des Dames à nouveau le 27 mai et atteignent Château-Thierry alors que Paris est bombardé. De plus, Foch est devenu le commandant en chef de tous les Alliés le 17 avril 1918. Il organise efficacement la résistance. En juillet, l'offensive allemande en Champagne est arrêtée. Au mois d'août, l'échec des Allemands apparaît clairement. Les Alliés reprennent l'offensive le 26 septembre, mais la résistance allemande occasionne de lourdes pertes dans l'Aisne et les Ardennes. L'effondrement du front oriental et la situation intérieure de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne amènent les Allemands à demander des pourparlers qui aboutissent à un armistice signé à Rotonde le 11 novembre. Tous ces événements ont bien sûr une répercussion à Moulins. Afflux de blessés, afflux de Parisiens et de civils évacués des zones proches du front. On apprend les décès de nombreux Moulinois sur le front en septembre et en novembre. La vie est très dure avec ses restrictions en tout genre. Lorsqu'on reprend espoir en une victoire des Alliés, arrive en octobre la grippe espagnole. Enfin, l'armistice entraîne le retour des prisonniers. Toutefois, je vais insister sur trois événements que je viens de citer et qui ont marqué beaucoup les Moulinois. L'événement majeur est pour les Moulinois l'explosion de la nuit du 2 au 3 février 1918. L'explosion des réserves d'obus de l'atelier de chargement a fait vivre aux habitants une nuit de cauchemar. Alors, pour vous faire comprendre le problème, ces obus étaient remplis de mélinite. C'est un produit chimique qui explose quand il entre en contact violent avec quelque chose. Donc, on entassait ces obus pour les envoyer éventuellement sur le front. Alors, quand on tirait sur le front avec un canon un obus rempli de mélinite, au contact du sol, du choc, la mélinite explosait. Et à Moulins, on croyait qu'il fallait en entasser beaucoup, et on a commis l'erreur d'entasser les obus les uns sur les autres, ce qui fait que les obus du front recevaient une pression de plus en plus forte et que cette pression a été physiquement l'équivalent du choc quand l'obus est envoyé par un capot. Voilà, le mot ne me vient pas. Donc un soir, eh bien, à 9h, les obus n'ont plus pu jouer leur rôle, ils ont éclaté. Et ceux qui ont éclaté en bas ont envoyé en l'air tous les autres obus et ça a éclaté affreusement. Pour vous dire, le quartier de Nomazie a été complètement ravagé, l'atelier de chargement également, et les gens ont fui. Ils allaient vers l'Allier parce que si un incendie terrible venait, ils étaient près de l'eau. Et la foule a fui à travers la ville et remonté jusqu'à Averne, et certains sont arrivés jusqu'à Villeneuve, vous dire la peur des gens. Donc, il y a eu officiellement 30 morts, en réalité, quand on refait le décompte, 32, et une importante cérémonie s'est déroulée le 8 février 1918 pour l'enterrement religieux et civil des victimes. Et c'est une chance que l'explosion ait eu lieu le soir, parce que dans la journée, ça aurait été évidemment terrible. Il y avait des milliers de gens au travail. Oui, ça s'est entendu le bruit jusqu'à Vichy. Les rues d'Allier, ils ont ressenti l'explosion.
Les carreaux. Et puis alors, très curieusement, la physique faisait que certaines maisons étaient très ravagées, d'autres pas. Chez Jean Sec, certaines pièces ont été touchées et d'autres pas du tout, dans la même maison. Alors, revenons à nos malheureuses victimes. 2 discours sont prononcés, un par le ministre du Travail, Colliard, un autre par le maire de Moulins. Le ministre et toute l'agent officiel sont allés dans les divers hôpitaux rendre visite aux blessés et visiter les restes de l'usine que l'on va commencer à remonter. Le ministre a distribué des médailles. L'ensemble de la ville dut réparer ses dégâts matériels. Néanmoins, il nous faut, deuxième point, suivre l'accueil des blessés du front pendant cette année 18. C'est à partir d'avril qu'ils affluent. En mai, on accroît la capacité d'accueil avec l'ancienne école d'agriculture départementale de Gentines et l'hôpital général de Moulins, celui qui existe encore. En juin et juillet, les blessés arrivent encore nombreux, parmi eux beaucoup d'Allemands. Jean Sec a observé le 17 avec curiosité un train de blessés américains. Leurs wagons sont agencés confortablement. J'ai remarqué la très grande propreté de tous ces hommes, bien lavés, bien peignés. On sent qu'il y a de l'ordre et de l'hygiène. Ils s'y prêtent d'eux-mêmes d'ailleurs. Donc il y avait une discipline hygiénique qu'on ne trouvait pas dans l'armée française. Et dans un autre passage, il les voit sortir le matin, bien lavés, bien peignés, et faire leur gymnastique avant de rentrer de nouveau dans leur train. Donc tout ça est ahurissant pour les Français. Et j'ajoute que ceux qui les ont vus arriver le long du front, ils les ont vus arriver avec des frigidaires, avec tout leur matériel pour la conservation de la nourriture, ce qu'on ignorait totalement. Donc ça a été la révélation qu'on pouvait vivre autrement, avec des moyens très modernes qui n'étaient pas connus en France. Jusqu'à la fin de l'année, on évacue de Moulins les blessés les moins touchés pour faire arriver les évacués du front, parfois très nombreux, en particulier les Français et les Américains. Alors un autre problème sanitaire apparaît, la grippe espagnole. Le 10 octobre, depuis quelques jours, les décès militaires sont nombreux dans nos hôpitaux. Le 13 octobre, à l'état civil, hier, de la semaine écoulée, il y avait 34 décès, chiffre très élevé pour notre ville. Dans ce nombre figuraient 21 soldats hospitalisés dans nos hôpitaux militaires et presque tous morts de la grippe infectieuse, dite grippe espagnole, c'est-à-dire bronchopneumonie. Il y avait beaucoup de cas à Moulins, mais en dehors des décès militaires, il y a peu de civils. Le 19 octobre, il y a 44 décès, dont 22 militaires, soit 10 de plus que la semaine précédente. Le 26 octobre, il y a 48 décès, dont 8 militaires seulement. La population commence à s'affoler et propage des nouvelles angoissantes. Le 27 octobre, on raconte que les décès seraient si nombreux à l'hôpital militaire numéro 31 en face du cimetière, c'est-à-dire le centre associatif et syndical, qu'on passerait la nuit à enterrer clandestinement les défunts. La population civile est atteinte à son tour, beaucoup de malades sont foudroyés en 48 heures, beaucoup de jeunes femmes meurent entre 25 et 40 ans, dans certaines maisons il y a plusieurs morts la même semaine. Cette atmosphère de deuil est compensée par la joie du retour des prisonniers. Ceux qui reviennent de l'Est de l'Empire allemand sont les plus affaiblis. Et voilà une citation pour le 12 décembre. On est obligé d'en hospitaliser au moins la moitié et de les conduire en auto comme les blessés. Un était mort avant d'arriver à Moulins. Et en effet, dans l'ouest de l'Empire allemand, les prisonniers ont été bien traités. Dans l'Est, c'est tout à fait l'inverse. Et par certains côtés, ça annonce les fameux camps de la Seconde Guerre mondiale. Les gens sont arrivés dans un état de misère physiologique impressionnant. Donc, en conclusion, il apparaît clairement que ce témoignage restitue la part importante prise par les Moulinois dans l'accueil des blessés et des malades et dans les soins qui leur furent donnés. Il constitue aussi une information précieuse sur les tensions entre les dirigeants et l'opinion publique locale. Cela annonce les difficultés politiques de la Troisième République pendant l'entre-deux-guerres.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant si longtemps. Vous avez peut-être des questions à poser, si je peux y répondre. Il n'y avait pas de sentiment de racisme apparemment contre les Kabyles et les Noirs? Non, non, pas du tout. Non. Seulement, on le voit à travers certains passages de Jean Sec, il a tendance à voir les Africains comme de grands enfants. Voilà. Et donc, ils sont très gentils. On l'a vu avec les petits-enfants qui les embrassent et tout. Et on les juge pas encore assez modernisés, en quelque sorte. Par contre, les Kabyles, qui étaient plus modernisés par la présence de la France en Algérie depuis plus longtemps, étaient considérés comme des ouvriers à part entière. Seulement, on se méfiait aussi de la distribution, de la vente des boissons alcoolisées. Vous verrez dans l'exposition, il y a un arrêté du préfet qui interdit de donner à ces Kabyles et ces Sénégalais de l'alcool. Ce n'est pas pour les discriminer, mais aller travailler ivre dans un atelier de chargement aussi dangereux, il valait mieux éviter l'ivresse. Je vous ferai remarquer que Kabyles et Sénégalais sont musulmans, mais que, ma foi, l'attrait de l'alcool était là et ils oubliaient les interdits de leur religion. Il n'y avait pas d'interdit pour les Français, par contre, dans l'atelier. Eh bien, beaucoup d'ouvrières étaient ivrognes, on le voit bien dans le témoignage, mais la différence, c'est que les Kabyles militaires et les Kabyles sénégalais étaient sous la responsabilité de l'armée. Et si, par ivresse, ils avaient eu des embêtements, eh ben, l'armée était responsable de la discipline. Donc, ça explique qu'ils essayent d'éviter pas mal d'ennuis. Autre question, s'il vous plaît? Lorsqu'en 1918, les mouvements de désobéissance se sont produits, c'est en 1918 17, mais à partir de mai. Comment ça a été relayé localement? Alors, localement... Quelle a été la réaction? Jean Sec signale des mouvements, surtout dans les trains de Saint-Germain-des-Fossés. Mais comme les mouvements ont commencé sur le front avant d'arriver dans la région, l'armée et la police étaient prêtes. Donc, dès qu'il y avait des trains de soldats susceptibles d'avoir des personnes qui manifestaient, aussitôt l'armée était là. Et en fait, ça a été jugulé totalement dans le département de l'Allier. Il n'y a pas eu de débordement à partir des trains. C'est le témoignage de Jean Sec sur Moulins. Oui, mais la population... Alors, les ouvrières ont tenté de faire une grève, mais le jour prévu, la police avait été amenée ainsi que des gendarmes et elles ont évité. Il n'y a pas eu de mouvement. Moulins n'a pas été touché directement par ces problèmes. C'est pour ça que le témoignage de Jean Sec nous montre que c'est très rapidement avorté. De toute façon, la population n'était pas au courant, il y avait la censure. Exactement. Donc, le civil moyen, il n'en savait rien. Non, il n'en savait rien. Il y avait un peu de oui-dire parce qu'il cite que vers la Champagne, il y a eu des... Voilà. Donc, on arrivait à savoir certaines choses, mais comme vous dites, la censure militaire était partout. Et sur le département, on ne peut pas dire qu'il y a eu des mouvements de grève d'usine, comme il y a eu à Toulouse ou ailleurs, ou bien de mouvements de refus. Ça n'a pas empêché des manifestations pacifistes de se faire sur Yzeure surtout, mais là nous avons un témoignage et donc sur Moulins, on peut corroborer avec les journaux, il n'y a pas eu vraiment de manifestations importantes. Autre question? Eh bien, je vous remercie de votre présence encore une fois et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée.